Bonjour, je vais vous parler d'environnement et santé et plus précisément de la manière dont on s'y prend pour arriver à dire que l'exposition à tel agent de l'environnement, la pollution atmosphérique, la qualité de l'eau, etc. peut entraîner des maladies chez l'être humain. Alors pour pouvoir parler de ça, il faut d'abord définir ce qu'on appelle la causalité, c'est-à-dire la relation de cause à effet entre l'exposition à un agent et la survenue d'une maladie. Alors en épidémiologie, on dit qu'un facteur est causal si on peut montrer que l'exposition à ce facteur dans la population va entraîner une modification de la fréquence de l'incidence de la survenue de la maladie dans cette population. C'est une définition probabiliste. L'existence, l'exposition à ce facteur n'est ni nécessaire ni suffisante. Vous savez tous que certains fumeurs ne vont jamais développer de cancer du poumon, alors qu'on sait que le tabac est un facteur de cancer du poumon, bien sûr, que certains ne vont pas développer et que certains fumeurs ne vont pas avoir de cancer du poumon. Mais c'est le paysage statistique au niveau de la population qui va compter. Alors comment est-ce qu'on fait pour établir la causalité en épidémiologie ? Alors évidemment, on pense souvent à l'expérimentation animale, c'est important, mais ça n'est pas forcément prédictif de ce qui se passe chez l'être humain. On a des exemples, évidemment, de maladies qu'on n'a jamais qui sont authentiquement liées à des agents causaux chez l'homme et qu'on n'arrive pas à reproduire chez l'animal et vice-versa. En fait, l'épidémiologie, c'est une science qui étudie les relations entre des facteurs d'exposition et des maladies, mais directement chez des êtres humains. Alors en fait, on a deux situations vraiment différentes. Soit le facteur qu'on veut étudier, on pense qu'il est bénéfique, qu'il est bon pour la santé, un médicament, un vaccin, et à ce moment-là, on peut se permettre de faire ce qu'on appelle un essai randomisé, c'est-à-dire qu'on va tirer au sort un groupe de personnes, de malades, de gens qui souffrent de la maladie qui nous intéresse, à qui on va donner le médicament, un autre à qui on ne va pas le donner, et on regarde si c'est différent entre les deux. Et si on voit une différence, on peut vraiment affirmer que c'est à cause de ce facteur, puisque le tirage au sort a fait que toutes les autres choses qui peuvent interférer éventuellement sont réparties équitablement dans les deux groupes, puisqu'on les a tirés au sort. Par contre, si on veut étudier un facteur dont on pense qu'il est dangereux pour la santé, il est évident qu'on ne peut pas soumettre des personnes, on ne peut pas décider que telle personne va se mettre à fumer pour vérifier que, etc. Donc on ne peut pas faire ça. Et donc à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle des études observationnelles. C'est-à-dire que ça n'est pas l'investigateur qui décide qui est exposé, qui n'est pas exposé, comme dans l'essai randomisé, mais on observe ce qui se passe dans la vie réelle. Il y a des fumeurs, des petits fumeurs, des gros fumeurs, des non-fumeurs, des gens qui ont fumé, qui ont arrêté de fumer, etc. Donc c'est ça, et on compare évidemment les différents groupes, mais on ne peut pas contrôler, entre guillemets, tous les autres facteurs qui peuvent éventuellement fausser la relation. Il peut y avoir d'autres choses auxquelles on n'a pas pensé. Par exemple, si on veut étudier le rôle de l'amiante sur le cancer du poumon, on sait que le tabac est un cancérogène pour le poumon. Mais on ne peut pas obliger les personnes à fumer ou arrêter de fumer parmi celles qui sont exposées à l'amiante ou pas. C'est dans l'analyse statistique qu'on va essayer de prendre en compte le rôle du tabagisme, puisqu'on aura recueilli auprès des personnes l'information de savoir si elles sont fumeuses ou pas. Mais on n'est jamais sûr d'avoir pris en compte tous les... Donc on ne peut pas prouver, entre guillemets, la causalité, donc il faut être prudent dans l'interprétation des résultats des études épidémiologiques. Alors, pour ça, les épidémiologistes ont défini un peu des règles qui permettent de décider de la vraisemblance ou pas de la causalité. Et donc un épidémiologiste anglais, Bradford Hill, en 1965, a formalisé un petit peu ces arguments. Finalement, ces arguments, c'est d'abord la force de l'association, c'est-à-dire l'augmentation du risque chez les personnes exposées par rapport aux non exposées. Si le risque est doublé, peut-être qu'on va se dire qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer, mais si c'est 40 fois plus, par exemple, ben là, quand même, on est beaucoup plus et beaucoup plus convaincant. La relation dose-réponse, ça c'est important. Un petit fumeur va avoir une augmentation de risque petite, un moyen fumeur une augmentation de risque et un gros fumeur une plus grosse. Donc l'existence d'une relation entre la dose et l'effet, la réponse, est très importante parce qu'on peut démontrer que pour qu'un autre facteur non pris en compte puisse expliquer une chose comme ça, il faut des circonstances vraiment très très particulières.
La reproductibilité, il faut qu'on retrouve, puisque comme c'est observationnel, on ne peut pas être sûr que dans telle population, il y a peut-être quelque chose de différent, etc. Donc on veut qu'il y ait beaucoup d'études qui ont été faites dans des endroits différents, des populations différentes, à des moments différents. Et évidemment, si toutes les études montrent de façon répétée qu'on voit une association, comme ça a été le cas par exemple pour le cancer du poumon et le tabac, là c'est très convaincant. La temporalité, ça c'est indispensable. Il faut évidemment que la cause précède l'effet. Si quelqu'un se met à fumer après qu'on ait diagnostiqué un cancer du poumon, c'est évident que ce n'est pas le tabac qui a pu provoquer le cancer du poumon. Il faut évidemment que l'exposition précède la survenue de la maladie. La plausibilité biologique et cohérence, évidemment, si on a des bases biologiques, si c'est cohérent avec l'histoire de la maladie, évidemment, ça donne des arguments, mais ça dépend du niveau de connaissance du moment. Hein. Il y a des exemples comme ça où finalement c'est un peu une découverte épidémiologique, alors qu'on n'a aucune hypothèse a priori au départ pour expliquer ça. Et enfin, l'expérimentation animale, dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle n'était pas suffisante, mais néanmoins, lorsqu'elle existe, évidemment, c'est un argument important. Alors comment on fait pour finalement juger de la causalité? Je dis bien juger, parce qu'on ne prouve pas, hein, comme j'insiste pour le redire, c'est un jugement, comme un peu dans une cour d'assises pour décider si l'accusé est vraiment l'assassin, alors qu'on n'a pas de preuves formelles. Eh ben, une série d'arguments qui vont emporter la conviction. Et alors donc il y a 3 étapes. Est-ce que d'abord il y a une association statistique entre l'exposition et la maladie? Évidemment, il faut que ce soit relié quand même. Est-ce que l'association peut être expliquée par des biais, des facteurs qu'on n'aurait pas pris en compte, etc. Donc ça, c'est les arguments de Hill. Et est-ce qu'on a réuni suffisamment d'arguments? Donc encore une fois, au total, on a un faisceau d'arguments sur lequel on va prendre éventuellement une décision, mais on n'a pas de preuve au sens formel comme on pourrait prouver un théorème mathématique. Donc finalement, quand même, au total, quand même, l'établissement formel d'une relation causale, ça repose sur l'évaluation de connaissances de différentes disciplines, nombreuses, sur un jugement scientifique qui tient compte de l'ensemble des... Alors, pour donner un exemple vrai, concret, le Centre international de recherche sur le cancer, qui est une agence de l'OMS, a un programme de ce qu'on appelle de monographie d'évaluation des risques cancérogènes chez l'être humain. Et donc, je passe sur les procédures, mais finalement arrive à la fin à dire que tel agent, après avoir examiné toutes les données disponibles, que si tel agent peut être classé dans le groupe 1, c'est-à-dire des cancérogènes avérés, on considère que tous les éléments sont réunis. 2A, c'est que c'est probable. Sur le plan épidémiologique, il y a de bons arguments, mais sur le plan expérimental, on ne voit vraiment pas grand-chose, on ne voit rien. Et puis le 2B, c'est possible, mais voilà, les arguments ne sont vraiment pas suffisamment convaincants. Alors maintenant, j'en viens à ça, c'est tout ce que je viens de vous dire, c'est pour établir une relation de causalité en général. Est-ce que tel facteur est une cause de la maladie dans les populations humaines? Mais est-ce qu'au niveau individuel, une personne qui a le problème de santé qu'on étudie, est-ce qu'on peut affirmer que c'est bien à cause de ce facteur-là? Eh bien, en fait, non. On ne peut jamais l'affirmer. On ne peut jamais affirmer que pour une personne donnée, c'est bien ce facteur-là, pour différentes raisons. D'abord, la plupart des maladies ont des origines plurifactorielles. Hein, le cancer du poumon, il y a le tabac, évidemment. J'ai cité déjà l'amiante, mais il y a le nickel, le chrome. Enfin, on connaît beaucoup de cancérogènes pulmonaires. Et comme je le disais tout à l'heure, dans les études observationnelles, on n'est jamais sûr d'avoir pris en compte toutes les... Et puis, d'autre part, malheureusement, on n'a pas de signature, si vous voulez, de signature bioclinique de l'origine d'une maladie. Et devant un cancer du poumon lié à l'amiante, au tabac ou à quoi que ce soit d'autre, ou à rien du tout, et ben finalement, sur le plan anapathe, etc., ils sont pareils. Donc on ne peut pas. Alors cela dit, on peut vouloir quand même, notamment dans des contextes légaux, de procès, etc., essayer d'en savoir plus. Donc, de nouveau, on est face à un jugement probabiliste. Mais là, c'est le jugement probabiliste de la vraisemblance de l'origine. Et comment on peut faire? Eh ben, on fixe un seuil de vraisemblance. On dit que si la probabilité qu'un facteur dans la population, la probabilité pour que le facteur soit à l'origine
au-delà d'un certain seuil, par exemple plus de 50% des cas de la maladie, eh ben, on va dire que c'est un individu exposé au facteur, eh bien, on peut dire qu'on va lui imputer, on va dire que c'est à cause de ça. Si on prend 50% par exemple comme seuil, eh bien, un individu qui est exposé, on va dire que si ce risque qui est doublé, hein, eh ben, on va admettre que c'est à cause de ce facteur sans qu'on en soit certain en fait. Hein. Donc évidemment, pour pouvoir faire ça, il faut des données épidémiologiques de type dose-réponse, etc. Je vous donne un exemple concret. Il existe en France un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. L'amiante cause essentiellement 2 types de cancers, les mésothéliomes. Et le mésothéliome, il y a une dose-réponse extrêmement forte. Et on ne connaît aucun autre facteur causal. Donc on admet que quelqu'un qui est atteint d'un mésothéliome, forcément, c'est à cause de l'amiante. C'est un cas absolument exceptionnel. Hein. Mais si on prend les cancers du poumon, comme il y a plein d'autres facteurs possibles, eh ben on fait autrement. Il y a un comité d'experts qui se réunit, qui examine l'histoire de l'exposition, qui essaye de la quantifier et de voir si effectivement la quantification de l'exposition de cet individu est au-delà du seuil qu'on s'est défini. Alors, je termine par ce qu'on appelle le principe de précaution, parce que arriver à définir, à être vraiment sûr, à affirmer la causalité, c'est complexe, ça peut être très long, c'est parfois pratiquement impossible. Pour vous donner un exemple, 2 exemples, par exemple, le Centre international de recherche sur le cancer que je citais tout à l'heure a évalué à plusieurs reprises les risques de cancer liés à l'exposition au formaldéhyde. Et il s'est passé plus de 25 ans entre les premiers résultats expérimentaux et le moment où le CIRC a décidé que c'était un cancer. Et pour le nickel, c'est encore pire. Le premier signal vraiment sérieux et vraiment convaincant a été publié en 1927, et c'est en 1990 seulement qu'on a conclu que oui, c'était bien le nickel qui était à l'origine de certains types de cancers. Et donc je conclus en disant que ne pas observer d'effet ne signifie pas l'absence d'un effet, parce que c'est effectivement très difficile et on peut toujours penser qu'on va finir par trouver. Et donc le principe de précaution, eh bien, c'est que quand on est dans cette situation d'absence de certitude, et en tenant compte quand même des connaissances scientifiques, on ne doit pas retarder l'adoption de mesures proportionnées. Donc évidemment, il faut des présomptions sérieuses de l'existence d'un risque. Hein, et donc les mesures effectives et proportionnées, ça peut être l'éradication complète du facteur de risque dans la population quand c'est possible. Souvent, c'est plutôt d'essayer de diminuer les niveaux d'exposition de la population. Bonjour à tous, je suis Victor Pitron, je vais aborder rapidement le thème de l'intolérance environnementale idiopathique. De quoi parle-t-on? Il s'agit d'un trouble à symptomatologie somatique, c'est-à-dire des symptômes physiques et ou cognitifs, aspécifiques, essentiellement de la fatigue, des céphalées, des troubles de sommeil, des sensations de brûlure et beaucoup d'autres symptômes encore, chroniques, c'est-à-dire supérieurs à 6 mois, qui sont excessifs par rapport à une éventuelle cause organique retrouvée, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté les signes objectifs de la maladie qui trouvent une maladie peu intense, et de l'autre côté, un retentissement très important des symptômes sur les cognitions, les émotions ou les comportements. Et dans le cas de l'intolérance environnementale idiopathique, ces symptômes sont attribués par les patients à un agent de l'environnement spécifique, par exemple les champs électromagnétiques, les produits chimiques, les éoliennes, etc. Alors, si je me cantonne à l'exemple des champs électromagnétiques, il y a au moins 4 bonnes raisons de penser que les symptômes en question ne sont en réalité pas attribuables ou pas uniquement attribuables à l'environnement. D'abord, il y a eu beaucoup, ces dernières décennies, d'études d'exposition qui ne montrent pas de corrélation entre l'exposition aux champs électromagnétiques et les symptômes. Ensuite, chez ces personnes se disant électro-hypersensibles, on n'a pas pu mettre en évidence un abaissement du seuil de détection des champs électromagnétiques, notamment avec la technique de la TMS. Ensuite, les symptômes ne sont pas ceux qu'on connaît d'une trop forte exposition aux champs électromagnétiques. Et enfin, l'évolution de l'épidémiologie dans les dernières décennies montre plutôt une majoration de l'exposition aux champs électromagnétiques, notamment avec l'explosion de la 3G, de la 4G et bientôt de la 5G. Et au regard de cela, en tout cas dans certaines études épidémiologiques, moins de symptômes attribués par les personnes aux champs électromagnétiques.
Alors, comment du coup émergent ces symptômes? Pour ça, il faut se pencher un peu sur la physiologie des perceptions corporelles. Très schématiquement, une perception corporelle, ça émerge à partir de deux facteurs. D'un côté, les signaux nerveux périphériques, de la sensorialité, et de l'autre, tout un tas de facteurs cognitifs qui peuvent influencer la perception, qui incluent les souvenirs des anciennes perceptions, les croyances concernant la santé et le corps, les émotions, etc. L'hypothèse, c'est que dans l'intolérance environnementale idiopathique, il y a un déséquilibre entre ces deux facteurs et que les facteurs cognitifs prennent le pas sur la construction de la perception corporelle et déterminent les symptômes aux dépens des signaux nerveux périphériques. Pourquoi est-ce que ça arrive chez les personnes atteintes d'intolérance environnementale idiopathique? Eh bien, on a mis en évidence plusieurs facteurs qui peuvent influencer leur perception corporelle. Tout d'abord, ces personnes ont plus souvent tendance à l'anxiété et aux affects négatifs. Ensuite, elles ont davantage de peur pour leur santé et notamment de peur associée au développement des nouvelles technologies. Et enfin, elles ont plus tendance à se plonger dans leur sensation, c'est-à-dire à y porter attention. Tous ces facteurs cognitifs peuvent produire ce qu'on appelle un effet nocebo, c'est-à-dire l'inverse d'un effet placebo, et altérer la perception corporelle en la biaisant et en provoquant des symptômes. Alors, une dernière diapo sur les principes de traitement de l'intolérance environnementale idiopathique que vous reverrez dans l'item 72 sur les troubles à symptomatologie somatique. Il n'y a pas de traitement validé, toutefois ce qu'on propose c'est d'abord d'accueillir les symptômes sans les nier, d'expliquer les bases de compréhension des facteurs cognitifs sous-jacents, de favoriser l'activité physique douce et régulière et de dépister et traiter un éventuel trouble psychiatrique et somatique aussi associé par exemple à un épisode dépressif. Je vous remercie de votre attention.